Tu as écrit un livre qui s'appelle Gueule d'ange. C'est une autobiographie romancée qui parle de perversion narcissique. Quand est-ce que tu as compris que cette histoire n'était pas comme les autres? Mais assez tard dans l'histoire, parce que finalement les premiers signes sont arrivés après 5 mois. Le premier signe, c'était un ghosting. Donc c'est une histoire qui se déroule entre la France et la Belgique, justement. Donc c'est une histoire au départ à distance, avant qu'ils ne se retrouvent réellement, on va dire, et vivent ensemble. Donc c'est beaucoup plus facile de tenir en fait ce rôle de prince charmant aussi à distance. Vu qu'ils se C'est voient vrai, tous oui. les 2-3 mois, c'est très facile de ne pas montrer son vrai visage dans ces circonstances. Mais il n'en reste pas moins qu'après 5 mois, il va quand même la ghoster. Il va la tester. Ils vont donc passer de 2-3 heures de chat journalier à zéro nouvelle pendant une semaine sans explication. Donc ça, c'est vraiment un premier signe, évidemment, mais qu'elle ne va pas du tout vouloir percevoir, parce que ça voudrait dire que cette histoire dont elle est complètement accro ne serait pas aussi belle qu'elle l'imagine. Tu as dit tout à l'heure une phrase qui était très importante, que tu as évoquée très brièvement. Tu as dit que ça venait souvent réparer, ou ça venait en tout cas faire écho à une relation d'enfance, à quelque chose qui s'était passé dans l'enfance, comme une blessure, un trauma ou une relation peut-être Mhm. dysfonctionnelle avec les parents. Est-ce que tu dirais que cet homme est venu réparer en toi, est venu triturer un truc d'enfance? Mhm. Quel mot tu mettrais dessus? Pour toi qui a un très bon style littéraire en plus. Merci. Non, en fait, il est venu effectivement cautériser les trous béants laissés par l'enfance donc de Violette. Donc, il y a souvent des termes dans ce livre qui sont utilisés comme elle s'accrochait à lui comme à un sein maternel ou ce genre de choses en fait. Puisque dans l'histoire, c'est la mère qui est vraiment problématique et n'a pas reçu cet amour maternel en fait. Et donc, via cette fusion qu'elle va vivre avec Ange, elle va avoir l'impression effectivement de se réparer, et c'est là qu'il y a vraiment une grosse confusion entre la réparation et l'amour, que l'on peut confondre évidemment dans ce genre de relation. Et cette relation devient presque vitale, en tout cas on en a l'impression, on se dit cette personne disparaît et m'arrache à nouveau cet amour que je n'ai pas reçu enfant et que je viens juste de recevoir, je vais m'écrouler, m'effondrer en fait. Ce que tu dis là-dedans, c'est que tes blessures d'enfance créent finalement cette espèce d'attirance irrésistible pour cet homme. Oui, voilà, exactement, parce qu'il va exactement remplir les manques en fait qui existent et qui sont causés par cette enfance en fait complètement dysfonctionnelle. Que cherchent, que cherchent les deux protagonistes de ton roman? Que cherche Violette? Et aussi, est-ce que tu as découvert ce que cherchait Ange, qui est la partie Mhm. de la perversion narcissique? Eh bien, il cherche à reproduire aussi ce qu'il a vécu dans l'enfance, mais pas du côté victime, du côté plutôt bourreau. Donc en fait, souvent, quand on a une enfance dysfonctionnelle comme ça, on va prendre soit le rôle du parent victime, soit celui du parent bourreau. Et dans son cas, lui, il va prendre en fait le rôle du parent bourreau. Donc il va instaurer une forme de contrôle et de domination en fait sur Violette, mais qui va évidemment arriver au compte-gouttes. Au début, c'est une lune de miel vraiment sans mots en fait, qui est complètement démente et dans laquelle Violette va plonger, mais vraiment à corps perdu. Donc voilà, on retrouve en fait le schéma familial des deux protagonistes, donc avec un parent victime, un parent bourreau, et ils vont rejouer en fait la même scène. À quel moment tu as compris ça? Là, tu m'en parles, on sent bien de ton point de vue d'auteur, peut-être aussi de celle qui a vécu une partie de ça, ou même d'une partie Mhm. de psychologie de l'équation. À quel moment tu as eu l'impression d'avoir compris que tu rejouais ou que tu tentais de réparer un passé? Est-ce que c'est récemment, je veux dire, peut-être, je sais pas, 3 ans après la relation? Est-ce que c'est Mhm. pendant la relation? Ouais, disons que pendant la relation, il y avait quelques signes, mais je pense qu'il y avait un déni aussi parce qu'on n'a pas du tout envie de regarder la réalité. Ce serait trop dur en fait. Donc je dirais que vers la fin de la relation, il y a eu une rupture. Il y a comme non, souvent ce genre de relation on-off, c'est pas fini tout de suite à la première rupture. Il y a un coup d'essai, deux coups d'essai. Donc après la première rupture, en fait, il y a eu effectivement certains signes où je me disais que effectivement c'était une réparation. Mais c'était encore trop dur de le voir. Donc en fait, c'était juste le mental en fait qui se le disait, mais l'émotionnel n'était pas encore prêt à guérir et à l'accepter. Donc en fait, le personnage de Violette a replongé tout en sachant qui était cette personne parce que émotionnellement, elle n'était pas du tout guérie. Et je pense que le plus difficile dans ce genre de relation, c'est de guérir émotionnellement, c'est-à-dire à travers ces cellules intérieurement, vraiment d'assimiler en fait cette souffrance pour en sortir. On a beau connaître la réalité, il est très très difficile de l'assimiler dans ses émotions.
C'est tellement intéressant. On a la sensation, on le sait souvent, tu as raison, que c'est une Mhm. relation qui est toxique. Et pour autant, même on sait qu'on répare quelque chose d'enfance, et pour autant on ne peut pas s'empêcher que d'y retourner. Oui, exactement. C'est comme une drogue en fait, hein. C'est exactement d'ailleurs la métaphore que j'utilise dans le livre. C'est une drogue dure en fait. Vraiment. Donc Oui. pour en décrocher, ça se fait pas comme ça quoi. Vraiment, il faut beaucoup d'entraînement, de souffrance, de difficulté, aller creuser au fond de soi-même en fait, voir pourquoi on a succombé, hein. Comme dans une drogue, il y a souvent une faille. Quelle est cette faille? Comment la réparer? Et comment s'en sortir? Et puis comme tu dis, entre la réalisation qu'on est drogué, qu'on est accro, et le moment où on arrive à enfin en sortir, il peut y avoir un délai. C'est comme un Mhm. film au ralenti en fait. Tu comprends que ça va pas, tu restes dedans quand même. Et tu finis par tenter d'en partir. Et après plusieurs essais, comme tu le dis, peut-être même à réussir à en partir. Mhm. Oui, il y a des rechutes, évidemment, mais à un moment, je pense que le basculement qui fait en fait qu'on arrive à s'en sortir, c'est le fait de s'aimer plus que l'autre en fait. Donc c'est revenir vraiment à l'amour de soi, à l'estime de soi, ce qui est un long chemin, surtout quand on a eu un parent pervers narcissique. Donc, mais c'est super intéressant parce que si on n'avait pas rencontré ce pervers narcissique, peut-être qu'on serait toujours resté avec ce trou béant, on n'aurait jamais été regardé à l'intérieur de soi-même. Je comprends tout à fait. Tu décris quelque chose, on arrive au sujet qui m'intéresse grandement aujourd'hui. Tu décris cette intensité sexuelle comme presque au-delà de l'humain. C'est les mots que tu as écrits dans le livre. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'un corps en reconnaisse un autre à ce point, ou qu'un corps fusionne avec un autre à ce point? Et bien là, on arrive à un autre sujet que j'aborde dans le livre, qui est un petit peu disruptif par rapport à la relation d'emprise. C'est la relation de flamme jumelle. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, 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 Euh, tout à fait, oui. donc en fait, c'est une grande interrogation dans ce roman. C'est est-ce qu'on peut être pervers narcissique et flamme jumelle. Donc une flamme jumelle, pour rappel, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé, mais dont on parle énormément. Ce serait l'autre moitié de l'âme qui vient réveiller toutes nos blessures, en fait, de façon à nous faire évoluer de façon énorme dans la souffrance, mais assez Totalement, oui. rapidement. Et donc, il y a cette question qui se pose dans le livre, effectivement, parce que c'est quand même une idéalisation qui dure 30 ans. Donc, c'est pas rien. Pourquoi cette personne en particulier? Alors, on peut dire qu'effectivement, c'est un focus de Violette sur une personne pour pouvoir survivre à son enfance malheureuse, donc où elle se crée un monde, un théâtre d'illusions. Mais au-delà de ça, quand elle retrouve cette personne, effectivement, il se passe quelque chose de plus que simplement une passion amoureuse. Donc, c'est comme un sentiment de reconnaissance, en fait, très fort. Qui va mener effectivement à une fusion sexuelle, émotionnelle, etc. Totale. Donc il va créer donc cette emprise encore. Mais la question donc reste ouverte, flamme jumelle ou pervers narcissique, personne ne sait. Donc c'est juste un sentiment et ça reste sur un point d'interrogation. En tout cas, cet ange a joué le rôle de la flamme jumelle puisqu'il a permis à Violette de sortir de son monde d'illusion. Il lui a permis d'explorer ses failles, de revenir à l'estime d'elle-même et surtout de rompre avec une personne même qu'elle aimait, mais pour se choisir elle-même. Donc toutes les cases en fait de la flamme jumelle sont remplies en fait. Dans les boutiques de luxe, j'ai une analogie, dis-moi si elle est bonne ou pas. Tu passes pour acheter, je sais pas, chez Chanel, chez Guerlain, tu vas acheter ta bouteille de parfum qui coûte 10 fois le prix de ce qu'elle devrait valoir, ou cette robe qui vaut trop cher par rapport à ce qu'elle vaut aussi, ou même des fois dans des boutiques pour acheter bêtement quelque chose qui va dans ton intérieur, parce qu'il y a une mise en scène autour de ces objets, que ce Mhm. soit pour un meuble, une montre, un parfum, tu as une mise en scène qui fait que tout te donne envie de l'acheter. Et puis tu arrives à la maison, tu poses cet objet et c'est plus qu'un pot de parfum parmi d'autres. Il a perdu un peu de tout ça. Est-ce que la personne perverse narcissique et toute l'intensité amoureuse, tout cet attrait n'est pas aussi créé par une forme de mise en scène quasiment Mhm. hollywoodienne? Mhm. Il t'a promis des choses dingues, il fait résonner tes failles d'enfance, il est absent mais des fois il est présent, il y a du chaud et du froid, et toutes ces Mhm. choses viennent mettre un peu cette personne perverse narcissique sur un piédestal qui ferait qu'à la fin on confondrait avec une forme d'âme sœur. Là où dans la réalité, si on regarde Mhm. juste bêtement les caractéristiques de cette personne-là, il est peut-être pas si Mhm. fou que ça, tu vois. Ouais, complètement. Donc je trouve qu'il y a vraiment, comme je disais, c'est un théâtre d'illusion en fait, hein. Donc cette personne va sembler hyper sympa à son entourage, effectivement va reluire en fait vraiment, comme tu disais, comme un flacon de parfum dans un magasin Chanel, c'est exactement ça. Mais il y a le moment aussi où tu vois son vrai visage, en général vers la fin.
Mais là, tu te rends compte qu'effectivement, c'était uniquement un simple apparat et que derrière cet apparat de prince, c'était en fait comment dire, c'était un clochard en fait, simplement. Oui, mais même Donc, beaucoup de clients, et même moi dans ma propre vie, des fois tu revois cette personne 3 ans après, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé cette personne n'était pas si dingue que ça, elle n'était pas si belle, beau, pas si incroyable. Et c'est peut-être un peu tout ce cinéma autour, tout ce décor en oui, papier il y a un mâché. phénomène d'autosuggestion aussi. Je pense qu'on Oui, s'hypnotise soi-même. Ils nous hypnotisent, mais on se réhypnotise soi-même. Et moi, ce que j'ai remarqué avec les pervers narcissiques, c'est qu'en fait, ils ont une forme d'autopromotion hyper bien ficelée. Donc, en fait, comme tu le disais, des personnes physiquement communes vont en fait se faire mousser à un point, en fait, et te faire croire qu'en fait, c'est Miss Monde ou Mister World. Ça, ils sont hyper doués. Et effectivement, ils arrivent à hypnotiser leur auditoire, à suggérer la divine personne qu'ils seraient. Et on marche, on y va, parce qu'ils sont bons on là-dedans, y va à fond. clairement. Hein. Qu'est-ce Ouais, que on y tu va. fais comme différence entre une passion, qui est plutôt saine, et une fusion destructrice? Parce que ça en a le goût, ça en a l'odeur, ça en a toutes les caractéristiques. Pour autant, l'un te galvanise, l'autre t'écrase et te détruit. Mais dans une passion saine, chacun garde son identité. Il y a un respect, en fait. Moi, je pense, de toute façon, une passion est destructrice. Donc, j'ai envie de dire plutôt un amour sain, avec une petite dose de passion, évidemment, parce que sinon, c'est raplapla et ronronnant. Mais un amour sain, chacun garde son identité. Il y a un sentiment, un désir de faire grandir l'autre, en fait, et de laisser dans sa liberté, avoir envie de le faire évoluer aussi, donc qu'il soit heureux. Alors que dans une passion destructrice, en fait, c'est la fusion totale. L'autre appartient, devient un objet, en fait. Et en fait, tout ce qui tourne autour de la personnalité, des envies et des talents de l'autre personne sont complètement annihilés, en fait. Donc l'autre devient un objet et cette fusion sexuelle peut évidemment participer à cette destruction du moi. Et c'est un peu ce que j'explique dans le prologue de mon livre, si tu te souviens. En fait, ça commence par une scène sexuelle, en fait, où plus rien n'existe, ni les autres, ni l'extérieur, travailler, manger, voir des gens, tout ça est tellement inintéressant par rapport à cette passion absolue, charnelle qu'ils vivent. Et donc, ce genre de passion peut être très grisant sur l'instant, mais mène de toute façon à une destruction. C'est quelque chose qui te marque profondément au fer rouge, je dirais. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais pas si on parle de toi ou de l'héroïne, est-ce qu'il y a quand même une motivation à continuer la suite, à rencontrer d'autres gens, à se remettre en couple, à avoir une vie saine, ou est-ce que ça reste comme une espèce de référentiel très haut et en même temps très bas, Mhm. qui est inoubliable? T'en es où, Mais je pense, toi, dans, je dans la pense qu'après reconstruction cette aujourd'hui? relation, ouais, moi je pense qu'après cette relation, effectivement, c'est très très dur de se remettre en couple parce que tout semble fade. Et je ne suis pas la seule, j'ai beaucoup discuté avec des femmes qui avaient vécu ce genre de relation. Et donc c'est hyper dur parce qu'en fait, non seulement il y a eu cette intensité absolue qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc ça devient un standard super élevé, mais en plus, il y a ce manque d'estime de soi aussi il y a une trace de cette estime, donc on se demande si on vaut encore quelque chose. Et je pense que le paradoxe, c'est si on rencontre quelqu'un de bien à ce moment-là, ça va être là que le choc va se passer, c'est-à-dire qu'un amour sain est le choc, alors que un amour sous emprise est le familier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Donc en comprends. fait, le choc d'une personne saine, en fait, il va falloir s'habituer à être avec quelqu'un qui te traite bien, d'un amour sain, un peu plus calme évidemment, mais accepter en fait cet amour, parce que quand on a été un enfant maltraité et qu'on a vécu des relations maltraitantes, c'est très difficile d'accepter d'être bien traité en fait, hein, c'est paradoxalement. Dans la spirale descendante, à quel moment cette passion physique de deux corps, cette passion mentale, Mhm. l'impression où tu touches plus seul quand tu marches, à quel moment cette passion s'est transformée en souffrance? Est-ce que tu as un souvenir précis ou est-ce que c'est venu en douceur? Alors il y a eu des signes de plus en plus répétitifs. Je dirais qu'au début c'était le prince charmant à 100%, donc c'était non-stop, c'était waouh. Ensuite, après 4-5 mois, je disais, il y a eu un premier signe de ghosting. On est tombé à 95%. 2 mois après, c'était peut-être 90%, 90, 95, excuse-moi. Et donc ça a été comme ça, crescendo, dans le sens négatif, jusqu'à arriver à un moment, moi je me disais, je sais, une fois que je serai en dessous de 50%, je le quitte.
en fait, mon mental se disait ça. Mais évidemment, émotionnellement, c'est beaucoup plus dur que ça. Donc, j'avais besoin d'aller dans cette souffrance de plus en plus loin pour faire mon deuil aussi. Parce que tant que ça reste magique et intense, plus que douloureux et affreux, c'est impossible de quitter cette personne. On est complètement collé et donc petit à petit, donc ce rêve est vraiment s'est raccourci de plus en plus pour arriver à la fin effectivement à 10% de positif et 90% de négatif. Tu parles de trahison, de jalousie, de mensonges dans le livre. Qu'est-ce qui a été le Mhm. plus dur? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué là-dedans? Oui, il y a eu la trahison aussi, bien sûr, parce que ces personnes qui dégoulinaient d'amour pour moi, en fait, étaient infidèles également. Donc le personnage de Violette l'est aussi, donc c'est une façon de survivre en fait dans une destruction qui arrive de plus en plus proche, et c'est une façon de s'en sortir. Mais c'est peut-être le plus dur, ça a été la réalité de cette infidélité, donc c'est-à-dire euh, cette femme qui a surgi devant une baie vitrée alors qu'ils vivaient leur plus bel amour en, en expliquant que cet ange était son amant, effectivement. Ce mythe de l'âme jumelle ou l'âme sœur t'a desservi au moment de toutes ces déceptions dans cette spirale descendante? Est-ce que tu y croyais? Est-ce que tu avais été élevé dans ce genre de Mhm. pensée, qu'il y avait une âme jumelle, que ce serait la meilleure chose qui pourrait Non, t'arriver? non, j'avais pas du tout été élevée là-dedans, mais je m'étais peut-être auto-suggérée moi-même, en fait, pour survivre à cette enfance douloureuse, qu'il existait une espèce de Graal, d'absolu, etc. Et que je pouvais projeter des illusions sur une personne. Donc non, j'y croyais pas vraiment, mais je pense que l'enfance douloureuse a créé, en fait, cette réalité. Comment est-ce qu'on s'en sort d'un amour qui est aussi violent, aussi tumultueux, mais aussi au début lumineux? Comment est-ce qu'on s'en sort à Mhm. la fin? On est Comment on à s'en terre? sort? Vraiment, je dirais par une introspection, une plongée à l'intérieur de soi-même. Et c'est là que cette histoire devient très positive, parce que si elle est extrêmement douloureuse, elle est également extrêmement salvatrice et opère une vraie guérison. Donc comment on s'en sort? Pour moi, c'est par le fait d'affronter vraiment ces démons. D'ailleurs, le livre parle beaucoup de l'affrontement entre la lumière et les démons, et c'est vraiment ça. C'est à l'intérieur de soi, bien sûr. Donc pendant cette période de guérison, ça tombe en plus pendant le confinement, donc ça tombe extrêmement bien parce que il n'y a pas de contacts sociaux. Donc Violette se retrouve complètement seule et face à elle-même. Et là, elle va aller explorer vraiment par la méditation, l'introspection, ce qui lui fait mal, quelles sont les douleurs d'enfance en fait qui l'ont menée à ça, pourquoi est-ce qu'elle souffre autant. Et là, elle va vraiment aller toucher au noyau qui est vraiment la maltraitance dont elle n'avait pas complètement conscience. Il y avait une petite forme de déni. Et petit à petit, voilà, vraiment avec son bâton de pèlerin, elle va remonter la pente. Ça va être douloureux, mais je pense que la guérison est à la hauteur de la souffrance et La de la souffrance. profondeur dans laquelle on va creuser en fait. Hein. Donc effectivement, elle va très très loin. Donc elle pleure tout son saoul, toutes ces maltraitances d'enfance qui reviennent en plein visage. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir reconstruire son estime de soi petit à petit, se rendre compte qu'elle n'est pas coupable de ne pas avoir été aimée et pas coupable d'être tombée dans des relations toxiques non plus et qu'elle doit se faire confiance et retrouver l'amour de soi. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui vit la même chose? Déjà, est-ce que ce serait facile ou très compliqué d'aider quelqu'un qui serait là-dedans? Ben, je dirais d'abord d'être très gentille envers elle-même parce que, en fait, comme je disais, le mental peut savoir qu'on est vraiment sous emprise et que cette personne, il faut la fuir. C'est vraiment pour sauver sa peau. Mais d'un autre côté, c'est tellement dur émotionnellement. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment y aller petit à petit. En fonction de ses propres possibilités en fait. Tout le monde ne peut pas plonger dans ses abîmes comme ça d'un coup sec et y aller. Donc certaines vont y aller plus progressivement et c'est très bien. Je veux dire, chacun son rythme. Mais l'important est de le savoir et de rester bienveillant vis-à-vis de soi. Donc même s'il faut replonger, j'ai eu des amis justement qui m'ont demandé conseil et qui ont replongé. Et très bien, je leur ai dit, ben, je comprends, écoute, franchement, je vais vraiment pas te juger. C'est normal, ce sera pas ce coup-ci, ce sera la prochaine fois. Et puis cool quoi, vraiment, te mets pas la pression. On y va step by step, mais bon, n'oublie pas de t'aimer, en gros. Oui, je dirais aussi que la grosse différence entre une addiction et, je sais pas, une drogue, un alcool ou autre, l'addiction peut te tenir toute une vie. Je dirais que la perversion narcissique, dans beaucoup de cas de figure de ce que j'ai remarqué, c'est une addiction qui finit par s'arrêter d'elle-même.
parce que c'est un schéma de destruction qui est, qui est de pire en pire. Au début, ça te bouffe la main, puis le bras, puis tout. Puis au bout d'un moment, ça te détruit tellement que t'as pas le choix que d'en sortir. Là où tu peux rester, je sais pas comment dire ça pour être politiquement correct, mais tu peux rester doucement alcoolique toute une vie, doucement fumeur, doucement addict à un truc toute une vie. La personne narcissique, elle a quand même cette notion d'accélération. De la violence, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'en ressors lessivé, t'es passé dans le tambour de la machine à laver, t'en ressors sans plus savoir comment tu t'appelles, mais tu t'en sors et c'est vrai que t'as raison, on en sort souvent en plusieurs fois. Mhm. Ouais, c'est ça exactement. Ceci dit, moi je vois beaucoup de personnes autour de moi, même s'il y a une fin qui reste 20-25 ans, enfin, ça peut durer extrêmement longtemps en fait. Parce qu'il y a un schéma qui se met en place où l'une des personnes a complètement perdu l'estime d'elle-même et elle s'en rend même plus compte parce qu'en fait elle évolue dans ce schéma depuis tellement longtemps et souvent aussi depuis l'enfance. En fait, il n'y a plus vraiment de notion de bien et de mal. Et justement, le problème de la victime très souvent, c'est qu'elle n'arrive pas à poser de limites. Parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'en poser quand elle était enfant, vu que le parent pervers abusait de son enfant sans limite. Donc en fait, ce schéma qui est hyper familier peut quand même durer longtemps. Moi je trouve dans un couple, il y a peut-être une fin, mais on connaît tous des couples, ça fait 20-25 ans, ils sont vraiment dans un schéma destructeur, avec un bourreau et une victime, mais ça continue quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi T'as raison, je j'ai peur de ça. réfléchissais à ça en même temps. C'est vrai que ça dépend pas mal déjà du. euh, si on reste, prenons juste le cas de la personne narcissique parce qu'il y a encore violence et des relations toxiques, etc. Si on isole le problème de la relation perverse, euh, je dirais par exemple que si on peut rester 10 ou 20 ans avec une personne qui est perverse narcissique, Mhm. c'est qu'a priori déjà cette personne, c'est bizarre ce que je vais dire, mais elle l'est peut-être moins perverse narcissique que si tu te bouffes un gros pervers narcissique qui bousille ta vie en 2 ans, quoi. Mhm. Il y a, comme dans chaque profil psychologique, il y a des pourcentages. Donc, Mhm. c'est vrai qu'une relation doucement toxique pourrait durer très Mhm. probablement très longtemps. Là aussi, tu as le champion du monde des pervers narcissiques. Généralement, déjà, ta vie est sans dessus-dessous. Tu perds tout, hein, tes amis, ton boulot, tes enfants, tout ce que ton argent, tout ce que tu as, ta santé mentale, tu perds tout assez rapidement. Donc, il y a forcément un degré de toxicité, mais comme du poison dans un verre, très probablement. Si c'est légèrement empoisonné chaque jour, tu peux peut-être le tenir très longtemps et toute une vie. Alors que si ça allait beaucoup dès le début, ce sera peut-être un peu plus compliqué de continuer de boire cette chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, dans cette histoire donc, d'Ange et Violette que j'aborde dans mon livre, là, on est vraiment sur un gros calibre. Hein. Là, on est vraiment sur. Moi, j'appelle ça les gens qui te décapitent en quelques mois ou quelques années, alors qu'un amour doucement toxique, comme tu dis, te mange le cerveau lentement. C'est ça, oui. Mais il finit quand même Lentement. par te le bouffer complètement. Donc, à un moment, il faut Oui, quand même oui. partir. Mais là, dans l'histoire de Ange, on est vraiment sur du haut calibre. Ça, c'est certain. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quelle est la chose que tu aurais pu apprendre que tu n'aurais jamais pu connaître si tu n'avais pas été dans ce type de relation? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Ah, mais plein de choses. Alors là, pour moi, franchement, il y a un avant et un après. Et je dis vraiment merci. Alors, le cadeau est à la hauteur de la souffrance ressentie. Donc, si j'avais pas eu cette relation, d'abord, je n'aurais pas connu mes failles. Donc, c'est-à-dire, j'aurais peut-être continué à être dans des relations doucement toxiques, etc. Parce qu'il y avait une estime de moi qui était quand même un peu vacillante et dont je n'avais pas conscience, pardon, qui était vraiment tout droit sortie de l'enfance. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'avoir été plongée à l'intérieur de moi-même pour un peu commencer sans prétention le processus d'individuation de Jung, si ça te parle. Donc, Tout à c'est-à-dire fait, oui. savoir qui je suis, ce que je veux, comment je me positionne, comment je m'aime, quelles sont mes failles, etc. Donc, y a ça. Et puis, il y a aussi le fait de déchirer le voile des illusions, parce qu'on était vraiment dans une illusion avec cette personne pendant plusieurs décennies. Donc, c'est vraiment aller voir la réalité, ce qui fait très mal aussi dans un premier temps, mais qui amène aussi une joie en fait de la lucidité. Et c'est très libérateur. Donc rien que ça, c'est un cadeau énorme. Et ensuite, troisième chose, c'est que ça permet d'aller vers un amour sain après et de connaître le paradoxe en fait d'un homme sain. Donc je trouve qu'au début, je trouve ça très déroutant. Parce qu'on n'a pas l'habitude, il y a même un sentiment de rejet, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Mais le personnage de Violette finalement retrouve un amour sain avec une espèce de paradoxe au début. Donc elle rejette d'abord ce personnage parce qu'il ne rentre pas dans son schéma.
mais finalement, elle y trouve un apaisement qu'elle n'a jamais connu avant. Donc je pense que avoir vécu un pervers narcissique aussi mène à quelque chose de plus heureux, de plus sain, une meilleure connaissance de soi. Et alors le fait aussi de rompre avec le reste de l'entourage toxique, parce qu'on ne le voyait pas non plus forcément quand on était dans cette relation perverse, parce que ça faisait partie de notre quotidien. Et donc le fait d'être gentiment abusé par des amis, par la famille, etc., faisait partie de la normalité. Donc cette relation permet aussi de remettre les compteurs à zéro dans les relations et donc de couper le lien en fait vraiment avec les personnes, bof. Donc finalement après il reste que les meilleurs. Donc ça c'est un cadeau aussi. J'ai une question un peu compliquée pour te torturer aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Ah ouais, clairement. Ah non, non, mais Ah là, oui? tu me tortures pas. Là, C'est même pas mais une je question signe. dure, hein. Tu le referais direct. Ah non, c'est pas dur, non. À quatre mains, mais immédiatement. Genre, s'il y a un truc que je devais faire dans ma vie, c'était bien ça. Sinon, je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais été en mode automatique. J'aurais jamais été au bout de moi. Je serais restée toute ma vie dans ce conditionnement, en fait, de l'enfance. Donc, je me serais jamais trouvée, en fait. Donc, il a vraiment fallu chuter pour se relever. C'est vraiment, c'est un passage obligé. D'ailleurs, je me souviens, je me suis dit, mais en fait, j'étais née pour vivre ça. C'est même, ça va vraiment très loin, mais c'est une réflexion que je me suis faite, hein, vraiment. Est-ce que Violette ou Virginie sont en Mhm, couple et ont réussi, après toutes ces années, mhm, à retrouver mhm. l'amour derrière? Si tu peux Oui, aussi ne pas me répondre, hein. Violette et Virginie ont un peu fusionné, là, on peut le dire. Donc, effectivement, après cette histoire, ils ont retrouvé un amour sain, complètement, comment dire, unique en son genre dans le parcours. Parce qu'en fait, tout au long de leur vie, les deux ont chuté, en fait, sans cesse sur des relations malsaines, qu'elles soient légèrement manipulatrices, enfin, légèrement, relativement à très, très manipulatrices. Et donc, pour la première fois, elle se retrouve dans un espace où elle peut être elle-même, où elle peut évoluer et, et être respectée aussi, évidemment. Qu'est-ce que ce compagnon pense de ce livre typiquement? Est-ce qu'il voit ça avec bienveillance? Est-ce qu'il voit ça avec surprise? Comment ça se passe? Il adore, c'est mon premier fan, donc, donc super. Et c'est là aussi que je dis qu'il m'a encouragée à être moi-même, là où je sais que dans des relations précédentes, j'aurais complètement été mise sous cloche en fait pour ne pas être moi et pour rester un objet dans un coin de la pièce ou tout simplement une personne à disposition de l'autre. Mais sûrement pas quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui évolue, ça c'était Noé. Donc c'est là, je pense, qu'on voit vraiment la différence entre une relation aussi toxique et bienveillante. C'est la capacité à laisser l'autre être soi, évoluer, être heureux. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui s'inquiètent que leur rémission soit longue, lente, avec des phases où on fait trois pas en avant, puis des phases où on fait deux pas en arrière? Ben, je dirais que c'est le schéma, malheureusement. Bon, parfois ça va un peu plus vite, parfois ça va un peu plus lentement, mais à ce moment-là, on peut mettre en place effectivement des béquilles. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, faire appel à des méthodes pour aller plus vite. Moi, par exemple, l'écriture m'a énormément aidée. C'est quelque chose que je pratique dès que j'ai un problème, en fait, pour moi-même, et depuis l'enfance d'ailleurs, ça m'a beaucoup sauvée. Il y en a d'autres, ça va être la peinture ou un coach, un psy évidemment, des amis, des cercles de parole, de personnes abusées. Je pense que ça peut aider à aller plus vite, mais rien ne remplacera évidemment le fait de plonger en soi-même et d'accepter d'aller voir vraiment ces démons les plus terrorisants. Parce que c'est ça en fait la clé, hein. C'est se confronter à ses propres abîmes. Puis le nom de Ange est assez ironique, vu que finalement tu plonges dans les abîmes de l'enfer, Ouais. avec voilà, une personne qui a une tête d'ange, pour en revenir et revenir de l'entre les morts d'apprécier ta vie qui a un goût totalement différent après. Mhm. Oui, mais comme on dit, même le diable était un ange, hein, donc, ou le diable s'habille en Prada, enfin bon, il y en a plusieurs comme ça, hein, bon, donc, Où est-ce qu'on peut trouver ton livre aujourd'hui? Sur Amazon déjà? Je Euh, mettrai le lien sur la oui, sur description. Amazon et sur le site aussi de mon éditrice constellation.fr et également en librairie évidemment sur commande. Est-ce que tu feras un tour? Est-ce que tu feras des dédicaces quelque part? Est-ce que les gens peuvent te rencontrer, te contacter? Oui, 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 j'ai déjà commencé. On peut aussi me contacter en direct. Je peux envoyer des livres dédicacés à ceux qui le souhaitent, donc avec grand plaisir. Mes coordonnées, j'imagine, seront dans Je mettrai tout en l'info. dessous, oui.
Voilà, super. Voilà, donc il y a plusieurs biais, librairie, Amazon, site de l'éditrice ou via moi en direct. Virginie, un grand merci à toi. Je recommande d'aller lire ce livre qui t'as une plume qui est très très bonne et c'est d'autant plus rare que je reçois très peu d'auteurs sur cette chaîne. Mais je te remercie mille Et, fois, Antoine, ça et m'a fait bravo, et extrêmement bravo plaisir. pour ce livre. Merci beaucoup, Antoine.